Soir pour la deuxième réunion publique organisée dans le cadre des élections législatives par moi-même, donc Anne-Laure Champon, candidate du PES pour la première circonscription. On a proposé une réunion publique la semaine dernière sur les violences faites aux femmes. Et parce que évidemment c'est un sujet dont on n'entend pas beaucoup parler dans la campagne, à part par les faits divers, mais par contre pas assez au niveau du fond. Hein. Et comment? Par les mises en examen aussi. Oui, on va dire sur les informations, mais par contre pas sur le fond. Et de la même façon, on a décidé de proposer ce soir une réunion publique sur le thème du handicap. Alors après, on va définir ensemble ce qu'on entend par là. Pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que c'est un sujet qui est peu discuté pendant les campagnes et qui pourtant touche beaucoup de personnes, soit directement, soit des proches. Et donc ça nous paraissait important d'en parler ce soir et ça me paraît d'autant plus important pour moi parce que par mon parcours, moi je suis enseignante, je suis instite et depuis 18 ans et en plus depuis cette année, je me suis spécialisée pour l'accompagnement des élèves en difficulté. Donc, j'explique un petit peu mon parcours. Je fais partie de ce qu'on appelle les RASED, c'est-à-dire les réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté. Donc, en fait, je travaille sur plusieurs écoles et j'accompagne, je prends en charge des élèves qui sont en difficulté scolaire suffisamment forte pour que, a priori, ça ne puisse pas être réglé par la pédagogie uniquement au sein de la classe. Voilà. Il faut prendre les choses comme ça. Et de par mon parcours, et surtout cette année, je me rends compte à quel point cette réflexion autour de la situation de handicap est maltraitée, et même de mon point de vue, maltraitante parfois. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à différentes personnes de venir parler, soit de leur parcours personnel, soit de leur parcours professionnel, voire parfois même les deux, pour nous éclairer en fait sur ces problématiques. Je ne vais pas faire long parce que vraiment le but d'une réunion publique, c'est pas que je vous déroule le programme de la NUPES, hein. C'est vraiment une démarche qui est la même que celle avec laquelle on a construit le programme, c'est-à-dire d'écouter les personnes qui savent sur un sujet, de s'en emparer et de les mettre en relation avec ce qu'on sait du reste des autres problématiques, et puis d'en tirer des solutions, en tout cas mettre en pratique le niveau politique. Je dois vous dire qu'il y avait deux personnes aussi, deux AESH, qui devaient être présents ce soir. Et pour l'information, un homme et une femme, car il y a des hommes AESH aussi. Et que malheureusement, pour plein de raisons, dont la maladie, ils ne pourront pas être présentes ce soir. Par contre, j'ai absolument autorisation de parler de leur parcours, en tout cas de ce que j'en sais. Mais si vous voulez bien, j'en parlerai à la fin, parce que en fait, finalement, c'était très important pour moi, mais autant parler de la problématique. Et puis je reprendrai la parole à la fin pour parler de leurs problématiques à eux en tant qu'accompagnants dans des métiers qui sont en très grande précarité. Voilà, donc je vous donnerai quelques petites informations à la fin, puis je me ferai le relais de leurs expériences. Et du coup, les gens vont se présenter, là, je pense les uns après les autres. Et donc je laisse la parole à Sandrine Jobert. Voilà, merci Anne-Laure. Donc Sandrine Jobert, je suis orthophoniste en libéral et en centre médico-psychologique pour enfants. Alors, je vais un petit peu vous parler de mon expérience professionnelle. Donc ça fait 29 ans que je travaille, donc j'ai un petit peu de recul sur ce qui se passe, donc surtout avec les enfants, puisque je travaille en CMP pour les enfants. Alors, en 2005, il y a eu un grand changement dans les écoles. On a parlé d'intégration des enfants en difficulté et c'est là qu'a commencé le terme de handicap, en tout cas par rapport à mon travail à moi. Jusque-là, la NDPH, on n'en entendait pas parler. Et il y a eu quelque chose qui est devenu compliqué
parce qu'il y a quelque chose qui était plus très franc en fait. On a vu de plus en plus d'enfants devenir handicapés entre guillemets, alors que pour moi, orthophonistes, c'est des enfants comme les autres, qui ont des difficultés particulières. C'est très complexe, on ne sait jamais pourquoi il y a de telles difficultés, il y a plein de raisons différentes et c'est différent pour chacun. Et moi, mon rôle d'orthophoniste, c'est de les écouter, de comprendre ce qui leur arrive, de les accompagner dans leur parcours personnel par rapport souvent au langage oral et puis beaucoup au langage écrit, et c'est ce qui se croise avec l'école, l'éducation nationale. Voilà, et je trouve que c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a de plus en plus d'étiquettes sur les enfants. Ces étiquettes, ça les empêche d'évoluer, d'être tranquilles, ça stresse les parents, ça nous stresse aussi nous orthophonistes. En CMP, on se retrouve à faire des dossiers MDPH sans arrêt, voilà. Alors que je vous donne mon avis personnel, je ne parle pas du tout au nom de ma profession parce qu'on n'est pas du tout tous d'accord. Mais moi, il me semble que ce qui serait important pour ces enfants qu'on étiquette handicapés, qui pour moi ne le sont pas du tout, ce serait qu'il y ait pour les enfants qui ont des troubles du langage écrit par exemple, ou des troubles de la communication, des troubles de la relation, du langage oral, qu'il y ait plus de soins, de lieux de soins, plus de CMP, plus de soignants, plus de médecins, plus de pédopsychiatres, plus d'équipes qui puissent s'en occuper en amont, et parce que là il y a un mélange entre l'école devient un lieu où on soigne presque, et nous on se retrouve dans un lieu où on fait du soutien scolaire ou de l'accompagnement, parce que ce n'est pas du tout notre rôle. Donc il y a une espèce de gros mélange et c'est très difficile de s'y retrouver. Et voilà, et en fait c'est pas les enfants qui vont mal à mon avis, c'est le système. Donc cette société qui va pas bien du tout, avec un système scolaire qui est défaillant. C'est pas du tout la faute des enseignants. Voilà, c'est la façon dont les choses sont amenées, qui sont voilà, ça part d'un bon sentiment sûrement, c'est pour aider les enfants en difficulté, mais bon, il y a quelque chose qui dysfonctionne complètement. Je ne sais pas combien de temps j'ai. Donc, vas-y. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est que le CMP? Parce que peut-être que Centre médico-psychologique. Ouais. Et donc ça regroupe, D'où ça vient? ça regroupe différents professionnels. Oui, pardon. Donc il y a des pédopsychiatres, normalement il y en a beaucoup, il y en a de moins en moins. Il y a des psychologues, des orthophonistes, il peut y avoir des éducateurs spécialisés ou des infirmiers, des psychomotriciens, des assistantes sociales. Qu'est-ce que je vous dis? C'est ce que je vous dis. Il y a des éducateurs. Il y a Barthelon et CMP. Voilà. Est-ce que je voulais... J'ai manqué quelque chose ou pas? Non, il y avait d'autres. Dites-moi s'il y a besoin d'éclaircissement sur des choses. Quel type d'enfants accueillent les CMP? Enfin, quel type d'enfants vont dans les CMP? Des enfants de 3 jusqu'à 18 ans qui ont plein de troubles différents en fait. Mais là, j'ai parlé trop longtemps, je pense à rentrer là-dedans. Ils ont fait l'objet d'un diagnostic à un moment donné. Pas forcément, non. Normalement, c'est au CMP de faire le diagnostic. Voilà. En fait, un lieu de diagnostic, un peu la parole parce que souvent, quand les enfants, enfin les parents en fait, font la démarche d'emmener leur enfant au CMP, c'est souvent à la demande des enseignants. Voilà. Et nous, les enseignants, on est très souvent démunis. Et de plus en plus, et là c'est vraiment partisan ce que je vais dire, mais il y a aussi le fait qu'on a énormément d'élèves et qu'il y a une tendance, je trouve, à orienter très rapidement, quand on ne sait pas quoi faire avec des élèves qui sont en difficulté, pourtant c'est notre travail, tout de suite, voilà, alors il y a aller voir un orthophoniste, ça c'est au plus de l'orthophoniste, la première fois. Voilà. Et puis, quand on ne sait pas trop, nous on n'est pas du tout spécialistes des troubles de nos élèves, mais en gros, dès qu'il y a une difficulté, chacun se renvoie la balle, on va dire ça comme ça. Donc, orthophoniste, évidemment, c'est complètement saturé. Donc, les parents reviennent, ah ben oui, mais on attend, mais il n'y en a pas, voilà. Et puis on dit, bah oui, mais sinon, contactez, allez au CMP. Il faut que les parents fassent la démarche d'aller au CMP, les prises en charge. Mais effectivement, c'est parce qu'en fait, on a besoin souvent d'un diagnostic. De la même façon, il y a vraiment une dérive de l'enseignant ou de l'enseignante face à des élèves en difficulté, mais comme il y a toujours eu,
Voilà. Quand on n'arrive pas à bien les gérer, du coup on dit oh, il doit y avoir des problèmes, allez donc faire un bilan chez l'orthophoniste. Ça c'est une phrase qu'on entend en permanence. Et donc les parents se retrouvent complètement... Oui, je peux intervenir. Tu peux. Voilà. Donc, moi, je suis enseignante référente. J'explique rapidement, c'est-à-dire que moi, je fais le lien en fait, entre les familles. Au départ, je suis enseignante. J'ai été enseignante longtemps en élémentaire, puis dans le secondaire. Et je suis donc maintenant enseignante référente depuis 7-8 ans, quelque chose comme ça. Donc moi, je fais le lien entre les familles et l'école et les soignants et la NDPH. Donc j'essaye de rejoindre tout ça. Et moi, ce qui m'effraie encore plus, c'est que là maintenant, c'est plus aller faire un bilan chez l'orthophoniste, et on veut un bilan neuropsy, pas psy. Hein. Il y a des psychologues d'éducation nationale qui interviennent, etc., qui sont à même de donner leur avis, etc. Non, maintenant, il faut faire un bilan neuropsy. Mais non, enfin, je veux dire, il y a plein de choses à faire avant, il n'y a aucune urgence à faire des bilans neuropsy. Il y a vraiment une tendance très très grande, enfin on le voit tous, hein, au CMP aussi, maintenant à étiqueter le plus vite possible les enfants, le plus jeunes possible, vraiment. Alors ils sont 6 à l'autre, ils ont tout un tas de symptômes, voilà, alors il est TDA ou il est ci ou il est là, et une fois qu'ils sont ça y est, c'est bon, enfin en gros. Et puis en gros, moi je suis assez horrifiée de ça, hein, je vois apparaître le même protocole pour tous les enfants, qui pourtant sont extrêmement différents et qui ont des difficultés extrêmement différentes. Donc, ils sont étiquetés globalement, en gros, 2 ou 3 choses, toujours les mêmes. Les préconisations sont toujours les mêmes. Les soins qui sont donnés en libéral, ce sont toujours les mêmes. Et en gros, il n'y a pas tellement de suivi psychologique, par exemple. Ça, c'est complètement désuet, hein, ça se fait plus, voilà. Et donc c'est un peu très inquiétant, quoi, parce qu'il y a quelque chose qui devient complètement mécanique dans l'adresse, dans la façon de traiter les choses. Les parents, quelque part, alors ils sont un peu rassurés en disant, bon voilà, on a une étiquette, on sait ce qu'il a, ah maintenant on sait ce qu'il a. Bon. Voilà, et en ce qui concerne le CMP, ce qui est absolument terrible, c'est qu'effectivement, il y a de moins en moins de soignants, donc il y a une astreinte qui est de plus en plus grande. Nous, on insiste énormément, les enseignants, nous en réunion, pour dire, mais commencer par les soins, avant de dire on veut ci, on veut là, ou de demander telle ou telle chose à la NDPH. Oui, vas-y. Parce qu'en CMP, c'est des soins qu'on fait justement. Voilà. Il n'y a pas le protocole dont tu parlais. C'est justement adapté à chacun, et c'est encore comme ça. Je ne sais pas pour combien de temps. Mais voilà, on réfléchit, c'est une équipe pluridisciplinaire qui réfléchit justement à chaque enfant et qui travaille avec les parents, et c'est précieux pour nous de continuer à travailler avec la clinique et pas avec des protocoles, etc. Au départ, c'est un mot qui vient de l'anglais et du sport, hein. Donc c'est pour essayer de faire en sorte que la compétition soit équitable, et du coup ceux qui sont favorisés, on va les handicaper en leur mettant un poids supplémentaire, ou dans les courses de chevaux, des choses comme ça, ou golf. Et donc il y a cette notion de compétition et de devoir rentrer dans le moule tous, et si jamais on n'est pas, on a un poids supplémentaire à porter, on est handicapé. Voilà, ça c'est ça. Donc c'était positif en fait. Alors au départ c'était pour pouvoir justement essayer d'être plus équitable. Là aujourd'hui on essaye de solutionner le handicap pour pouvoir faire en sorte que tout le monde rentre dans le bon moule. Donc ça a un peu changé de philosophie à mon avis. J'arrête. C'est possible de parler fort. Oui. Donc moi je suis enseignant spécialisé en Ulysse au château depuis quelques années. J'ai été formateur des enseignants d'Ulysse pendant quelques années. J'ai arrêté quand on est passé au système inclusif parce que je ne partage pas ce point de vue. Je voulais juste répondre à la dame sur la question de comment on définit le handicap, quelle est la différence entre situation de handicap, handicapé, etc. et pourquoi on en est là. C'est-à-dire qu'en effet, c'est la loi de 2005 qui va créer une divergence entre situation de handicap et handicapé. C'est-à-dire que la question telle qu'elle est définie par l'OMS précédemment parle de situation de handicap de manière générale. Quand on parle de situation de handicap, on va retrouver des personnes qui sont handicapées, c'est-à-dire on va utiliser la forme passive, c'est-à-dire où on pense que la situation, le handicap ne peut pas évoluer. C'est-à-dire si vous avez une incapacité des jambes, a priori, on pense que vous allez rester avec une incapacité des jambes. Donc en gros, tout ce qui est handicap de type lésion physique,
qui vont produire un handicap, où on va pouvoir parler d'handicapés sur la forme passive. Mais le problème, c'est que l'ensemble des personnes qui sont en situation de handicap, une grosse partie, ce sont des troubles qui touchent au psy, d'accord, et où on ne considère pas que ce sont des lésions, ou en tout cas, on considère qu'on peut être agnostique sur cette question-là, et que les choses peuvent évoluer, changer, etc., surtout quand on parle d'enfants, et au plus ils sont jeunes en particulier. Donc à partir du moment où la loi de 2005 va créer la maison des personnes handicapées, elle va définir une espèce de confusion entre justement situation de handicap et handicapé. Et pourquoi elle va créer cette confusion? C'est parce qu'on rentre dans une logique par rapport au handicap qui est une logique de compensation. C'est-à-dire que si on diagnostique un handicap chez une personne, la solution qui est proposée dans la loi, c'est de dire on va compenser. En gros, essentiellement, c'est de l'argent qui est en jeu. Et si on prend en compte à ce moment-là les personnes qui sont susceptibles d'être en situation de handicap, par exemple ici on a des gens qui portent des lunettes, vous êtes des personnes qui êtes en situation de handicap, puisque vous avez une adaptation par rapport à un handicap que vous portez. Ça concernait à ce moment-là 23 millions de personnes en France qui étaient susceptibles d'être en situation de handicap. D'accord, donc ça ouvrait la possibilité à des compensations financières exorbitantes qui étaient ingérables d'un point de vue financier, d'un point de vue donc idéologiquement leur truc fonctionnait pas. Donc ils ont limité les maisons des personnes handicapées avec le problème que ça pose pour l'ensemble des handicaps qui sont portés sur le plan psychologique, et avec une logique où on calcule un pourcentage de handicap qui va déterminer ensuite le type de prise en charge. Voilà, je reviendrai après dans les débats, mais je voulais juste définir clairement la problématique au niveau de questions de situation de handicap ou handicapé. Moi, je pense qu'il faut éviter un maximum de parler d'handicapés de manière générale. Même aujourd'hui, quand on parle de lésions des jambes, des yeux, je travaille à côté de l'école spécialisée ou des déficients visuels, on a de moins en moins d'enfants qui arrivent à l'école en ULIS pour déficience visuelle, tout simplement parce que les progrès médicaux sont hallucinants dans le domaine. Bon, voilà. Donc on a, y compris dans les handicaps de type lésion, des évolutions qui fait qu'on ne doit pas considérer que les choses ne vont pas évoluer pour la personne de manière générale. Sans compter qu'on peut être empêché dans certaines situations, mais on n'est pas empêché de tout. Donc, voilà. Oui, c'est ce que je voulais dire justement sur le terme de handicap et de situation de handicap. C'est que le handicap est pensé dans une situation, c'est-à-dire dans le rapport aux autres, le rapport à la société, à des situations sociales d'interaction. Donc, je me souviens souvent, j'avais assisté à une conférence de Joseph Chevalet sur l'autisme, enfin l'autistique, etc. Et donc il avait dit, regardez cette salle, la scène où je suis installée, une personne en fauteuil roulant ne pourrait pas monter sur scène, elle serait handicapée pour monter sur scène. Si on met une pente à cette scène, elle n'est plus handicapée pour monter sur cette scène. Et pour moi, ça reflète pas mal de choses qu'on peut penser par rapport à ça. Donc il y a des situations qu'on peut améliorer, qu'on peut adapter, parce que donc, nous, on est là, je suis enseignante aussi, on a une question d'adaptation de notre geste enseignant et de la geste professionnelle et de l'univers dans lequel est l'enfant au quotidien en notre compagnon. Mais il y a des choses aussi qui sont à notre portée, des choses qui le sont moins. Et donc là, avec les nouvelles choses qui sont mises en place depuis quelques années, ça commence à être très confus, même pour les enseignants, puisqu'on a une grande pression. On a déjà un gouvernement avec Blanquer qui ne jurait que par certains types de neurosciences et qui donc a fait beaucoup de communication, parce qu'on était dans la com, sur les neurosciences, c'est la vérité, et donc les parents, effectivement, ils sont très influencés par ce genre de choses, et quand on dit qu'il faut faire des bilans neuropsy, etc., effectivement, il y a des raccourcis qui sont faits très largement. Moi qui enseigne plutôt sur des enfants, on va dire, de fin d'école élémentaire, ce que j'ai remarqué au fur et à mesure des années qui m'a surprise, moi, on va dire dans le diagnostic des enfants, c'est qu'il y a beaucoup de parents, à partir d'un certain âge, qui arrêtent le pédiatre et qui vont faire consulter leurs enfants à leur médecin généraliste. Et c'est vrai qu'il y avait une certaine époque où il y avait quand même une relation avec le pédiatre on pouvait dire, enfin, de ce qu'on m'a raconté, de comment j'interrogeais les parents sur comment se passent les consultations, etc. Je trouve que je leur conseille souvent d'aller voir un pédiatre en premier lieu pour voir,
enfin plutôt que tout de suite avoir un réflexe orthophoniste ou bilan, etc. Ça peut être aussi quelque chose à conseiller si, par exemple, si on va voir un médecin généraliste et qu'il n'y a rien qui a été signalé, par exemple. Ça peut être aussi un premier geste, un premier conseil à faire. Moi, je suis travailleuse sociale et j'ai entre autres occupé des postes de tutrice, curatrice pendant plusieurs années. Et j'ai pas du tout de notion de l'accompagnement des enfants. Donc là, ça m'intéresse. Parce que moi, je vois les adultes après, notamment les personnes qui font l'objet d'un amendement Creton, donc qui après 18 ans peuvent plus être accueillis dans des instituts médicaux éducatifs. Pardon. Et moi, je ne les accompagne qu'à partir de 18 ans. Accompagner, parce que maintenant je suis plus dans le domaine de la personne âgée avec tout handicap. Et en fait, ce que j'ai vu avec l'apparition de la MDPH, c'était vraiment, j'ai vraiment une autre vision, parce que avant la maison des personnes handicapées, il y avait donc la côte horaire qui était vraiment beaucoup plus axée sur le fait de reconnaître un handicap au travail. Donc on était vraiment axé sur l'ouvrier, le travail, la personne ne peut pas travailler. Donc la société vient lui donner une compensation avec allocation adulte handicapé ou autre. Et quand la maison des personnes handicapées est apparue, les critères ont été plus larges. Donc sur le handicap physique, les déficiences visuelles, clairement la prise en charge était bien meilleure. J'ai vraiment vu une différence. Et donc c'était plutôt, moi c'était plutôt positif. Et avec les années, les personnes qui ont été prises en charge, notamment j'ai accompagné des personnes avec des apparitions de pathologies à 30-35 ans, avec des personnes qui déclaraient des troubles de type schizophrénie, avec des personnes qui déclarent des scléroses en plaques, donc 30, 33, 35 ans. Et là, on a vu des personnes, j'ai accompagné des personnes avec énormément d'heures d'aide humaine, puisque en effet, l'idée de compensation, comme tu disais Loïc, on venait compenser ce que ne pouvait plus faire la personne. Donc la toilette, l'alimentation, s'alimenter seul, faire des achats, etc. Ce que je n'ai pas vu, par contre, c'est, et ce que je vois aujourd'hui se dégrader, enfin ce que j'ai vu apparaître légèrement, et ce que je vois aujourd'hui se dégrader, c'est la prise en charge des troubles de type santé mentale qui apparaissent dans la vie. Oui, alors par exemple, dépression importante, j'avais accompagné notamment une dame avec énormément de capacités, avec des prix internationaux, une dame qui était dans la physique et les maths, et qui un jour décompense, enfin moi je dis ça mais je sais pas si c'est le bon mot, en tout cas 2 jours d'amnésie totale, elle est accueillie aux États-Unis parce qu'elle recevait un prix aux États-Unis, donc la veille de recevoir ce prix, voilà, il lui arrive ça, et moi je me trouve face à quelqu'un qui ne peut plus rien faire, ne peut plus sortir de chez elle, ne peut plus s'habiller, donc je l'accompagne là, et j'ai beaucoup d'heures pour cette dame, on a beaucoup d'attributions d'heures de la part de la maison des personnes handicapées. Donc on peut vraiment faire un travail presque éducatif, même si les formations à l'époque, je dis peut-être 2008-2009, n'étaient pas encore bien établies pour les personnes qui accompagnaient les personnes en situation de handicap. Donc à l'époque c'était des auxiliaires de vie familiale ou autre. Mais on a vraiment pu faire un travail intéressant. Aujourd'hui, depuis 2017-18, il y a d'autres critères. Donc aujourd'hui, vous devez remplir des critères de déficience totale. Donc quand on est en fauteuil roulant, une déficience totale, comme tu disais, ça se constate. Par contre, quand on sort d'un burn-out, quand on a 38 ans, qu'on ne peut plus travailler, qu'on ne peut plus amener ses enfants à l'école, la déficience totale, oui, alors est-ce que amener ses enfants à l'école, c'est une chose primordiale? Est-ce que vous devez avoir une déficience totale d'une activité essentielle à la vie? Est-ce que amener ses enfants à l'école, c'est essentiel à la vie? Est-ce que pouvoir doucher son bébé, c'est essentiel à la vie? Donc moi, ça me paraît complètement dingue. Et dans ce cadre-là, j'ai accompagné une dame qui a déclaré une fibromyalgie à l'âge de 32 ans. Moi, je la rencontre, elle en a 45. Et elle décrit un parcours sur Caen, parce qu'elle habitait à Caen. Elle vient à Nice pour vivre avec sa fille, qui s'est déplacée aussi. Et là, arrivent ces nouveaux critères. Je ne saurais pas vous dire s'il y a eu un nouveau décret ou autre, c'est vrai que je ne m'y suis pas intéressée. Mais arrivent ces nouveaux critères et on demande à la maison des personnes handicapées ici de transférer son dossier, tout bêtement parce que ses droits étaient encore acquis pour 3 ans. Il réétudie le dossier et là où elle avait 12 heures par semaine d'aide à domicile, elle n'en a aucune. Et là, on tend des nues, on va en commission, elle se retrouve, c'est dramatique ces commissions, moi j'en ai plus rien, franchement c'était difficile pour moi à vivre, alors pour elle. On se retrouve devant 42 personnes, je les ai comptées. Des représentants Parkinson, trisomie,
autisme, des personnes d'association qui ne se présentent pas. Alors, vous avez 40 personnes qui ne se présentent pas. Voilà, moi je suis devant 6 personnes, je veux savoir à qui je parle. C'est déjà une personne qui émotionnellement était fragile, et là, elle me tient la main, elle me prend la main, elle me dit mais il y a tout ça. On l'avait préparé, on en avait parlé. Je dis oui. Elle me dit mais il y en a plus que prévu, parce qu'on avait parlé de 30 personnes, elle n'a pas été nouille du tout, elle a bien vu qu'il n'y en avait pas 30. La salle entière, je lui dis est-ce que vous voulez qu'on continue la démarche, parce qu'on peut la repousser, hein. Voilà, c'était pas impossible. Je rentre, je me suis déplacée, alors déambulateur, 2 jours de stress, médicaments pour pouvoir arriver là, enfin je vous dis même pas, l'auxiliaire de vie qui arrive à 6h30 pour qu'on soit à 9h, enfin, ça a été un chamboulement dans sa vie cette commission. Concrètement, elle parle à des gens qu'elle ne connaît pas, elle décrit sa vie, parce que c'est ce qu'on lui demande quand même, et au bout d'un quart d'heure on lui dit madame, le temps est fini. Le temps est fini. Le temps imparti est fini. Personne ne lui a précisé le temps imparti. Et là, je m'énerve. Je dis, mais attendez, la commission, normalement, elle dure 30 minutes. Donc, le temps imparti, bah non, c'est pas 15. C'est pas possible. En plus, vous ne l'avez pas prévenu. Donc, moi, je pense que c'est un minimum de respect de pouvoir la prévenir. Ah, mais la commission, en fait, c'est 15 minutes d'exposition et 15 minutes d'échange sur la personne. Bah, je dis, bah allez-y alors. Échanger. Ah non, mais ça se fait sans la personne. Ah oui. Ah non, mais moi, voilà. Vous sentez, quand on accompagne des personnes qui sont en situation de handicap, on se dit, mais c'est pas possible, en fait, c'est une violence. Moi, je me suis sentie violentée. Donc, j'imagine elle me dit, c'est pas grave, on va sortir. Conclusion, cette dame, bah, elle a plus d'aide, en fait, à ce jour. Avec une fibromyalgie, alitée, près 8 heures par jour. Voilà. Bon, je crois que le point commun, c'est maltraitance. Oui, D'accord. Alors, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de personnes qui travaillaient dans ce domaine, mais tant mieux. C'est que, en fait, on savait comment faire pas trop mal, et qu'en fait, au lieu de continuer à améliorer ça, en fait, on a détruit quelque chose qui fonctionnait pas trop mal pour en faire quelque chose qui dysfonctionne. Donc, voilà. Ça, alors, 2 choses. Hein. Ça, à mon sens, c'est pas côté MDPH, c'est plutôt côté. Enfin, c'est beaucoup plus général que ça. Oui. C'est côté institution. Moi, vraiment, le mot qui me vient à la bouche, c'est pénurie généralisée. Il y a pénurie de tout, de soins, de capacité de soins dans les CMP, de places dans les IME, enfin, d'AESH aussi, parce qu'il y a des enfants qui sont notifiés, moi cette année, je ne sais pas combien. Oui. Combien d'enfants qui avaient une AVS notifiée qui, à partir du mois de. Si la notification est arrivée, on va dire en octobre, et ils n'en ont pas eu de l'année parce qu'il n'y en avait plus du tout. Voilà. Je voudrais poser une question. Parce qu'il y a une question. Voilà, ça c'est pénurie sur pénurie. Et alors là, il y a 2 choses. Enfin, il y a pénurie parce qu'il n'y a pas eu beaucoup. À un moment donné, on a tous. Je me souviens, on avait demandé une audience, on faisait tous les orages. Mais là, c'est pas possible. Comment on peut continuer comme ça avec les accompagnements d'AVS qui ne sont pas faits effectifs. Et on nous avait très clairement, voilà, ce qui nous avait été répondu, bah, c'est comme dans une famille, quand vous n'avez plus d'argent, donc vous sortez plus, voilà. Donc là c'est pareil, la famille État en gros n'avait plus d'argent à ce moment-là et donc ils ne pouvaient rien dépenser. Donc ça c'était à un moment donné. Ensuite, autre problème, c'est que même quand on ouvre des possibilités, des postes, etc., qu'on fait des jurys. En gros, moi, les derniers jurys d'AVS auxquels j'ai participé, il y a à peu près la moitié des gens, enfin, imaginons qu'il y avait 30 possibilités de candidats, mais il y en avait 15. Voilà. Et sur les 15, on n'allait pas forcément pouvoir garder tout le monde parce que, ben, voilà, c'est pas forcément adapté. Donc, bon, et on peut comprendre parce que... Voilà, hein, bon, les gens qui sont AVS peuvent expliquer. Hein, on peut faire le lien. Oui, bien sûr. Alors, voilà. Petite question. Combien gagne un AESH par mois? 700. Non, un petit peu. En fait, oui, mais explique-moi. En fait, on est soumis à un nombre d'heures. Ok, on a une notification. Moi, j'ai de la chance. Je suis à 24 heures, mais j'ai 2 élèves. C'est-à-dire le maximum qu'on peut passer en fait, hein, parce que sinon les enfants ne sont pas à l'école. Hein, enfin, le maximum en primaire. Oui, évidemment, les AESH en collège et lycée, eux, peuvent avoir un taux horaire plus, puisqu'elle est mercredi matin. Mais, et bien c'est précaire, honnêtement, je dois toucher
Au lieu de 24 heures, 800, je sais plus, ces petites brouettes, je sais plus, brouettes. Voilà. Alors j'ai fait, on en a parlé, j'ai fait des temps de cantine, parce qu'il faut survivre. Alors les temps de cantine maintenant, avant étaient sûrs, il y a eu une réforme de nos contrats l'année dernière. Donc, Mais on maintenant c'est était, séparé. voilà, exactement. Et ça a fait fait toute une histoire, Ah ça a bah été une catastrophe pour nous. C'était une catastrophe aussi d'organisation, parce que avant, dans nos contrats d'AESH, on avait donc l'accompagnement de l'élève et on avait les temps de cantine. Moi, par exemple, un de mes élèves CSA, je l'accompagnais en classe 12 heures et je l'avais en temps de cantine. C'est très bien. Et est arrivé ça, et du coup maintenant on dépend de la mairie. Alors maintenant, du coup, dès qu'il y a les vacances, ces trucs, notre salaire, il baisse encore. Voilà. Et enfin, le temps de cantine maintenant, et on l'a, mais sur un autre contrat de mairie. Sauf que parfois, on ne peut pas non plus faire ça, parce que quand on a 2 élèves TSA au niveau, c'est une charge mentale, et les enseignants, je pense, et n'importe qui pourra le certifier, tellement difficile, tellement dur, que au bout d'un moment, on craque. Voilà. Parce qu'on y va parce qu'on y croit, on y va parce qu'on adore ça, on n'y va pas pour le salaire, on y va parce qu'ils ont besoin de nous. Alors, j'en profite parce que puisqu'ils n'ont pas pu venir, j'ai quand même la responsabilité de parler au nom de la SH. Je redis encore dont un homme, il y en a tellement peu, je le dis à chaque fois, j'aurais été tellement heureuse qu'ils puissent être là, qui du coup, voilà, leur histoire, alors je vais prendre au moins l'histoire de un des deux, c'est qu'il fait 3. Voilà, pour élever seule sa fille, en l'occurrence. Donc il est à l'ESH, il est référent de cantine, et en plus, le soir, quand la semaine il n'a pas sa fille, il travaille dans les hôtels. Voilà. Et c'est pas un petit cas, c'est pas un cas isolé. Il y a beaucoup de personnes, parce que il faut bien entendre que c'est pas possible. C'est-à-dire que bien sûr qu'ils sont payés au SMIC, entre guillemets, sauf qu'en fait, ils peuvent pas faire un 35 heures. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Très peu d'heures. Et donc du coup, ça rabaisse à un salaire qui en plus a des horaires qui empêchent de faire quoi que ce soit d'autre qui pourrait compenser, on va dire. Ouais. Et c'est comme ça tout le temps dans les métiers du lien. L'autre chose qui paraît évidente, c'est qu'évidemment, ils ne bénéficient d'aucune formation. Donc en fait, c'est un métier pas du tout. En fait, nous, on défend une professionnalisation de ces métiers du lien. Et les AESH, en priorité, c'est indispensable. C'est indispensable pour le bien-être des personnes. Donc là, en l'occurrence, parce que je connais mieux les enfants qui ont besoin d'être accompagnés. Et c'est indispensable pour les personnels, enfin pour les personnes qui font ce métier. Et c'est indispensable aussi, pardon de le dire, pour l'école. Hein. Parce qu'en fait, on a absolument besoin de travailler ensemble, les enseignants et les AESH. Et on a ces difficultés, on est face à des situations qu'on ne comprend pas, à des difficultés en plus, on ne sait pas toujours quelles seraient les pathologies, entre guillemets. Nous, on n'a pas accès à ça en tant qu'enseignants, hein. On n'a pas à le savoir, et les AESH non plus. Voilà. Ni plus, enfin, en tout cas, ni oui, ni nous. On va dire ça comme ça. Ça dépend de la relation que tu as avec l'enseignant. Voilà. Et en fait, ça, évidemment, ça explique la difficulté de recrutement d'AESH. Et il y a plein de personnes qui vont vers ces métiers parce que justement pour donner du sens, parce que effectivement c'est un métier qui donne envie en fait, aider l'autre, et en plus alors les enfants, et en fait dont beaucoup de personnes partent complètement dégoûtées et on n'arrive même pas à garder des AESH. Moi, dans les différentes écoles dans lesquelles j'ai travaillé cette année, il y a un turnover incroyable parce qu'elles tiennent pas. Elles sont en arrêt en fait. Alors je devais dire elles, parce qu'effectivement, à part Michel, ce sont sorties des femmes, mais ils ne tiennent pas du tout, ils sont en arrêt maladie rapidement, pour des bonnes raisons, hein, on est bien d'accord. Voilà. Et c'est très souffrant en fait de rentrer dans un métier qu'on a envie de faire et de ne pas pouvoir le faire dans les bonnes conditions parce qu'on n'est pas armé, entre guillemets, pour le faire correctement. Donc effectivement, c'est un métier, en fait il faut que ce soit reconnu comme un vrai métier. Voilà. Et en plus, c'est une manne de métier parce qu'on a besoin de beaucoup de personnes bien formées, dont le métier sera reconnu, quoi, tout simplement. On a l'impression, là, dans une réunion comme ça,
qu'il y a de plus en plus d'enfants, alors puisqu'on était beaucoup basé sur les enfants, en situation de handicap. Psy, là je parle, parce qu'on parle quand même de ça. Et voilà, et en fait, je trouve. Alors, est-ce qu'on sait, je m'adresse, est-ce qu'on sait si c'est. Non, mais après, à la salle aussi, mais est-ce qu'on sait si c'est une réalité, si on ne met peut-être pas les bons mots sur les bonnes choses, s'il y a des explications, parce qu'en fait on a l'impression qu'il va y avoir de plus en plus de demandes, hein, c'est ça en fait qui ressort. Oui, je sais qu'il y a de plus en plus de demandes, mais pour la crèche, il n'y a pas de demande. Non, mais même de manière générale. Mais ce qu'on entend là, c'est qu'en fait, même dans la petite enfance, même petit, il y en a de plus en plus. Et est-ce qu'on se trompe pas aussi peut-être Oui, on peut se demander effectivement ce qui se passe, parce que si jamais effectivement il y a de plus en plus de gens qui souffrent ou qui sont mal, et qu'il faut de plus en plus de gens pour s'occuper de ces gens-là, mais qui sont du coup de moins en moins formés, du coup une sorte d'effet comme ça d'emballement, on voit que c'est en train de craquer de toutes parts. Quelles sont les causes? Parce qu'on parle comment est-ce qu'on fait pour rafistoler ou pour soutenir tout ça. Et effectivement, on peut se demander quelles sont les causes profondes de ce mal-être ou des gens qui tombent comme des mouches. Donc le stress chronique, le fait que tout le monde soit sous pression, que personne n'ait de temps finalement pour faire les choses correctement, s'occuper des enfants, s'occuper des aînés, s'occuper de soi, prendre soin les uns des autres. Enfin, donc du coup, si jamais on est dans une société complètement éclatée où tout le monde est en train de pédaler pour essayer de gagner, de survivre dans la précarité, et qu'on perd du coup de vue les solidarités qui avaient été donc remises avec force après-guerre, où effectivement les valides s'occupent des invalides, les bien portants s'occupent des malades, les actifs s'occupent des gens qui sont éloignés du travail. Donc il y a ça en fait qui est systématiquement éclaté en fait, et au profit d'acteurs privés qui vont développer des modèles de business pour pouvoir pallier l'effondrement en fait, du service public, etc. Donc je pense que tout ça, on a dit plein de choses là, la numérisation, les neurosciences qui viennent effectivement mettre les gens dans des cases, dans des boîtes, etc. En fait, tout ça, l'évaluation à tous les étages, pour pouvoir numériser l'activité, pour pouvoir du coup augmenter la productivité ou la rationalisation de toutes ces choses-là. Et en fait, on s'éloigne de la prise en charge des gens, en fait, des sujets qui ont une histoire familiale, une histoire culturelle, qui sont des gens qui sont en interaction les uns avec les autres. Et quand on est malade, en fait, on a besoin d'être pris en charge, ou en tout cas pas pris en charge, mais en tout cas écouté, et entendu de façon beaucoup plus globale que quand on est saucissonné et qu'on doit rentrer dans des cases, etc. Et donc je pense que c'est un problème qui est systémique. C'est qu'effectivement, il y a des excès d'un système va au bout d'une sorte d'absurdité, et du coup c'est là où la rupture, le fait de changer de cap, etc. prend du sens, parce qu'on se dit, mais on est tous là, on souffre tous la même chose, mais il suffit qu'on se parle pour que hop, la parole émerge et qu'on voit que ça ne va pas partout. Donc ne demandons pas aux experts, d'ailleurs loin d'être un expert, il y a des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que moi pour parler de toutes ces questions de handicap. Et voilà, donc c'est ensemble qu'on met les problèmes sur la table, qu'on y réfléchit, on peut avoir un petit peu les états de la science, etc. Et donc là, on peut se poser la question effectivement de l'alimentation, le bien manger, ce serait peut-être finalement une première, les écrans, le stress ambiant, les polluants, toxiques, etc. Enfin bref, on ne sait pas très bien quels sont les facteurs qui viennent se potentialiser les uns et les autres pour que le développement psycho-affectif des individus se passe mal. Donc c'est multifactoriel. Il y a des histoires effectivement de terrain, et donc si on doit prendre le problème dans sa globalité ou avec un petit peu de recul, finalement c'est toute la société qu'il faut repenser. Dans le sens du lien les uns aux autres, du lien avec effectivement notre environnement, et faire en sorte qu'on ne s'intoxique pas. Et donc, bon, en fait, finalement, c'est une réflexion complètement globale. Quand on parle effectivement de révolution, c'est un petit peu là où on en est rendu. Voilà. Et bon.
Mathieu, est-ce que tu veux prendre la parole? Oui. Je vais avoir l'impression de répéter un peu ce qui a déjà été dit, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses déjà. Moi, je vais parler de ma pathologie, de la politique et de mon combat. Alors d'habitude, je ne mets pas mon handicap en avant, mais là, je dois le présenter. Alors moi, j'ai décompensé il y a presque 20 ans. Quand vous parliez d'amnésie totale, de choses comme ça, je connais très bien. Et après, j'ai eu d'autres symptômes qui sont rappliqués. J'ai été diagnostiqué bipolaire et schizoaffectif à tendance paranoïde. Rien que ça. Bipolaire et schizoaffectif à tendance paranoïde. Alors ouais, il y a beaucoup d'étiquettes qu'il a fallu accepter, ça n'a pas été facile. C'est l'heure de servir un petit peu d'eau. Ça va Ah mais aller. non, attends, en plus. Voilà. Bon, allez, vas-y. Ok. Donc, pour expliquer vaguement la bipolarité, parce que c'est un mot en ce moment qu'on utilise beaucoup, mais moi, ça fait 20 ans que ça a été diagnostiqué. J'ai eu des phases très hautes avec de l'euphorie, de l'excitation, des bouffées délirantes, et des phases très basses avec de la dépression, un mal-être énorme. Et un passage de l'un à l'autre, ça pouvait durer sur des mois, des semaines, mais même des fois des jours, des heures, des secondes où je passais de l'un à l'autre. Et donc c'est très perturbant, c'est très difficile à vivre. Voilà, donc la réponse, c'est par la psychiatrie, c'est le traitement adapté, le diagnostic et le traitement. Le traitement, il a été modifié une bonne dizaine de fois avant de trouver le bon. Parce que ça doit correspondre à l'individu, on est obligé de tester petit à petit, par-ci, par-là, suivant les symptômes. Voilà, là-dessus je voudrais dire, voilà, donc l'effet au début, ça a été un calmant très fort, sédaté, donc pendant 2 ans et demi, 3 ans, j'ai été comme un légume presque, un zombie, à plus avoir d'énergie, à plus pouvoir bouger. Donc j'ai repris avec le temps mon énergie. On m'a dit plusieurs fois, oui, tu devrais stopper les médicaments. Eh ben non, parce que j'ai beaucoup de connaissances de gens qui étaient en crise, qui se sont stabilisés et qui ont rechuté parce qu'ils se sentaient bien, ils ont arrêté le traitement. Et ils ont rechuté, ils sont retournés dans la souffrance. Tout le monde est touché par la maladie, dans la maladie psychique. Et on a tous, ou alors un proche qui est touché. Et je pense qu'il faut vraiment déstigmatiser parce qu'il y a beaucoup encore dans notre société de discrimination, de jugement, de violence, physique ou symbolique. Voilà. Mon statut et mes revenus, c'est l'AH. Donc, je voulais dire par rapport à ça que moi, j'ai la chance maintenant aujourd'hui de pouvoir être actif tout le temps. C'est-à-dire faire partie de la société, agir, avoir des activités, produire. Et voilà, ça me fait penser un peu au revenu universel, quelque part, même si ça peut choquer de dire ça. Voilà, parce que tout le monde fait quelque chose, qu'on soit retraité, chômeur, au RSA ou malade, on produit dans la société. J'ai trouvé mon équilibre et ma stabilité par la passion et l'amour du théâtre. Voilà, j'en ai fait mon combat, on m'a dit fais autre chose que sur ta personne et la psychiatrie. Alors, oui, je parle de soins psychologiques dans mon nouveau spectacle. J'ai fait de la fiction, mais comme c'est un sujet qui me concerne, que je connais bien, eh ben je me dis que je dois m'en servir pour dénoncer ou tout du moins partager afin de déstigmatiser. Alors, avant ma décompensation, j'étais dans le théâtre déjà, le militantisme de par ma famille. Voilà. Et donc je lutte pour un monde de psy meilleur et un monde entier meilleur parce que il y a beaucoup de gens qui sont à la limite des problèmes psy, mais qui ne sont pas diagnostiqués. Il y a des causes individuelles à la pathologie, mais aussi la répercussion d'une société malade. Donc il faudra voir qu'est-ce qu'on peut changer dans la société qui va
mieux se répercuter sur les gens. Et je finis en disant qu'une politique plus humaine réglerait bien des problèmes et des soucis. Oui, je voudrais te poser une question. Enfin, je te tutoie, j'aurais dû. Bien sûr. Je crois qu'on s'est tous tutoyés là. Ouais. Allons-y. Comment, toi, tu aurais voulu, ou tu voudrais aujourd'hui que la société accompagne des personnes en situation de handicap? Toi, tu as peut-être pas, de ce que j'entends aujourd'hui, besoin d'être accompagné mais J'ai eu besoin. tu as eu besoin. Est-ce que la façon dont on t'a accompagné, dont on t'a considéré, parce que voilà, au-delà du mot accompagné, j'aimerais mettre ce mot considéré. Est-ce que ça t'a convenu? Oui, non? Qu'est-ce qui t'a peut-être plu, déplu? Et aujourd'hui, un jeune de 20 ans, 25 ans, je sais pas, à qui tu pourrais donner un conseil, tu donnerais quel conseil? Tu dirais quoi? Alors, c'est très compliqué, mais justement, j'en ai parlé à plusieurs personnes. Je suis en train de faire une mini-étude sur comment on peut améliorer la psychiatrie. C'est un gros truc quand même. Par rapport à plusieurs domaines et plusieurs civilisations dans l'histoire. Et donc j'en suis aussi à la question de savoir quelles sont les demandes. Moi j'ai vu des choses très bien comme des infirmières psy qui me voyaient en entretien et en VAD, en visite à domicile, avec qui j'avais un échange, qui me demandaient comment ça allait, qui faisait attention à ce qui se passait, qui me donnait des conseils. Donc ça, c'était super. Et à côté de ça, j'ai vécu d'autres trucs où on était complètement laissé à l'abandon. Et voilà, moi j'ai été dans un centre à l'Accro pendant 15 jours, j'ai supporté. Et après, je me suis vite barré parce que c'était une usine. Il y a 80 malades là-dedans, avec une éducatrice pour 12 ou 15 malades. Et il n'y a rien à faire, tu es là. Et pour moi, c'était intolérable, donc je suis parti. Voilà, il y a du positif et du négatif. Alors nous, on avait dans le programme, je reviens un peu aux politiques, parce que on a quand même, dans l'émotion là, mais oui, mais bon, les choses sont liées. Je disais, en fait, si on a des points de programme à défendre, c'est parce qu'en fait, on parle des situations des professionnels et des individus et des associatifs. Bon, là, normalement, on devrait être rassuré. Si on passe, faire de la santé mentale une grande cause du quinquennat, je pense que c'est bon, on y est. Renforcer les moyens des CMP, on y est. Et des structures de handicap psychique de manière générale, et avoir plus de personnes qui puissent travailler dans les facultés de médecine pour se former dans les filières psychiatriques. Bon. Je passe pas, mais évidemment sur les fermetures de lits absolument incroyables. C'était même pas possible ce soir d'aborder les problèmes des hôpitaux et de Sainte-Marie ici, on avait plein de personnes qui pouvaient en parler, mais en même temps, il ne faut pas croire qu'on est un cas isolé, parce qu'en réalité, c'est tout à fait général, mais ça devenait vraiment c'était trop lourd pour une seule réunion. Mais bon, je crois qu'on a tous bien compris le problème des et qui va montrer mon intense naïveté, mais bon, je rejaillis sur la question des contrats de droit privé, de ce qui est privé et ce qui est pas fait. Moi, j'ai découvert, en fait, en prenant cette fonction d'enseignante référente, j'ai découvert vraiment la place des associations, très bien, mais sauf que, en fait, tous les établissements médico-sociaux sont adossés à des associations. Et moi, il me paraissait évident, extrêmement naïvement, que ces structures devaient être des structures qui étaient gérées par l'État, pas par... Moi, je croyais aussi. Eh ben, il n'y en a pas. Et donc ça a été ma découverte. Il me semblait que ça tombait sous le sens, que ça faisait partie des choses dont l'État devait se saisir. La finance. Oui, mais ça, je vais le noter pour l'Assemblée nationale. C'est très compliqué. Je consultera les personnes. Les
très parce que choquant. moi aussi je trouve ça choquant. effectivement. Je ne savais pas non plus. tombée des nues, j'ai dit mais comment c'est possible? Oui, mais c'est vrai, non, il y a une oui, Mais c'est là, pas en le cas fait, pour, on estime que le ça. Enfin, je sais pas, il y a des. Pourquoi l'État, tout d'un coup. Ils s'en avaient. Parce que c'est pas la peine, Ils s'en avaient occupé au départ. Ah, d'accord. C'est oui. Oui, bah, moi je voulais parler de ça quand effectivement Loïc a parlé de l'intégration, enfin dire oui, non pas forcément pas l'inclusion, c'est le privé dans le public, mais c'est vrai que c'est ce qu'on appelle une délégation de service public. Hein, aujourd'hui on délègue aux associations, hein, je veux dire, comme disait madame, pas seulement au niveau du soin, au niveau du social. Hein, moi je travaille dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, et là on n'est que dans la délégation de service public, et c'est vraiment terrible parce qu'il y a des prix de journée, voilà, on se bat avec les autres associations pour obtenir le marché, et on accepte un prix, voilà, l'appel à projet, on accepte un prix de journée inférieur par rapport à l'autre association pour obtenir le marché. Et je veux dire, dans un service comme le nôtre, pas du ski du soin, parce que moi le social c'est aussi du soin pour moi, mais on est passé de un salarié on était à 1 salarié pour 10 usagers, on est passé à 1 pour 15, on tend à 1 pour 20. Donc on va et les associations adhèrent. Et quand on leur dit pourquoi, on leur dit pourquoi, elles nous disent parce qu'on ne veut pas licencier, sinon c'est une autre association qui prend mais on est dans le foutage de gueule, pardon. C'est vraiment une association qui, voilà, c'est le marché. On est vraiment dans le marché. Et la société accepte ça, c'est ça. Hein. Les associations, quand oui, non, mais les associations-là acceptent de jouer ce jeu-là. Donc effectivement, cette délégation de service public, elle est très dangereuse. Bien. Belle conclusion. Ah, mais franchement, qu'est-ce que vous voulez que je conclue? Il n'y a pas, non, il y a pas. Je vais pas conclure, je vais